Alors, ce soir, on est là pour parler de l'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose? Déjà, l'hypnose, ça date depuis très longtemps. Très longtemps. Les premières traces remontent à l'époque des prêtres sumériens. Il y a, ça doit être aux alentours de moins 4000 ans. Ils ont retrouvé des tablettes sumériennes avec des méthodes de guérison qui étaient inscrites dessus. Euh, on retrouve aussi des traces à la période de l'Égypte ancienne, des papyrus, pareil avec des rituels impliquant des états modifiés de conscience. Les trans hypnotiques existent depuis des milliers d'années. On retrouve les trans dans la transe chamanique, par exemple. Tout au long de l'existence de l'être humain, que ce soit les, euh, les druides ou toutes les civilisations, en fait, avaient leurs soigneurs. Et du coup, la plupart utilisaient des trans hypnotiques. Puis, ça a donné naissance à ce qu'on appelle le magnétisme animal, qui était Franz Anton Mesmer qui travaillait là-dessus à l'époque du XVIIIe siècle. Franz Anton Mesmer, lui, venait d'Autriche et il croyait fermement sur le fait que on avait à l'intérieur de nous des fluides euh, et du coup qu'il y avait un magnétisme. Il pensait pouvoir soigner les maladies en jouant avec ces fluides. Puis après, l'hypnose a continué d'évoluer, notamment Aldo Charcot, qui a, pour ceux qui habitent sur Clermont, Charcot est quelqu'un de connu. Du coup, Charcot avait travaillé sur, je crois que c'était l'hystérie, et du coup était très intéressé par les fonctionnements de l'hypnose pour l'hystérie. Ce qui a donné aussi Freud, qui est venu, qui était intéressé par les fonctionnements de l'hypnose, et qui après est parti sur la psychanalyse, puis après est arrivé Milton Erickson, celui qui donne l'hypnose thérapeutique moderne en fait. Mais dans l'hypnose en fait il y a plusieurs courants. Il y a l'hypnose de spectacle qu'on connaît tous, et il y a l'hypnose thérapeutique, il y a l'hypnose pour l'analgésie, il y a de l'hypnose, il y a les transes chamaniques, il y a plein de choses différentes où l'hypnose vient s'intercaler à l'intérieur. En thérapie, on peut justement l'utiliser dans plein de choses différentes, que ce soit sur les traumatismes, sur certaines allergies, sur la charge mentale. L'hypnose intervient à tout point de vue. Sur l'hypnose de spectacle, c'est différent, c'est plus visuel, c'est quelque chose qui est plus festif, on va dire. C'est amusant des fois de voir des personnes qui perdent un peu la possession de leurs moyens parce qu'un hypnotiseur leur a dit de faire telle ou telle chose. Et c'est ce qui fait que souvent, les gens ne savent pas trop si c'est vrai. On se demande aussi si on est réceptif ou pas à l'hypnose. Beaucoup de personnes se posent plein de questions en fait. Et ça, c'est quelque chose, ce soir, on est là justement pour pouvoir en discuter, pour pouvoir vous montrer en fait ce qu'est l'hypnose, vous permettre peut-être de changer votre regard sur cet accompagnement. Alors moi, je fais pas d'hypnose de spectacle, je fais de la thérapie. C'est la différence en fait, c'est juste le positionnement. L'hypnotiseur de spectacle, lui, le but c'est d'emmener tout son public avec lui. C'est de pouvoir vous faire partager un moment, euh, une histoire que lui il a créée. Et c'est pour ça que du coup, en hypnose, dans l'hypnose de spectacle, ça fonctionne pas sur tout le monde. C'est Ça parle à certaines personnes. Souvent, en fait, si vous voulez, l'hypnose, il faut commencer par comment ça fonctionne déjà au départ. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. C'est un état où, du coup, on a notre partie inconsciente et notre partie consciente qui se dissocie un petit peu. Un décalage entre les deux. Et avec ça, on va pouvoir créer des situations. Souvent, dans l'hypnose de spectacle, on voit l'hypnotiseur qui vous dit que vous pouvez ressentir des sensations agréables. Et on s'autorise à ressentir les sensations. Et à partir de ce moment-là, c'est OK pour nous. Et on peut ressentir les choses. Il faut savoir que l'hypnose fonctionne tant que c'est en accord avec vous. Et souvent, dans le spectacle, ça commence par des choses simples. Vous savez, on a toujours vu ce moment où l'hypnotiseur vous dit de mettre vos doigts comme ça et puis de voir que vos doigts se rapprochent. Et on vous colle les doigts pour que vous puissiez plus les décoller. Souvent, ça fonctionne avec beaucoup de personnes,
Parce que c'est un jeu. C'est amusant de voir nos doigts qui se rapprochent. Et après, certaines personnes vont voir que du coup, ils n'arrivent plus à décoller leurs doigts. Ceux qui vont arriver à les séparer, en fait, diront qu'ils ne sont pas réceptifs. Alors que les autres, eux, vont être persuadés que du coup, on peut les emmener loin dans l'hypnose. Et que ça fonctionne. Mais, revenons encore avant. L'hypnose, le phénomène hypnotique, la transe hypnotique, on la vit au quotidien en fait. C'est un phénomène naturel, qu'on vit souvent plusieurs fois dans la journée. Vous savez par exemple, lorsque vous êtes en train de conduire, sur une route que vous connaissez, vous roulez depuis un moment, puis vous arrivez à destination et vous vous rappelez plus forcément de la route que vous avez faite. Parce que là, pendant ce temps-là, en fait, vous étiez en train de penser à autre chose. Vous étiez en train de penser consciemment à quelque chose pendant qu'inconsciemment vous étiez en train de conduire. Et souvent, on s'en rend pas compte parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude. On n'a juste pas de mots pour le nommer. C'est comme aussi quand vous êtes, je sais pas, dans une réunion par exemple, quelqu'un vous parle, vous êtes en train d'hocher la tête en le regardant fixement, mais en même temps vous êtes en train de penser à quelque chose de complètement différent. Comme si vous étiez ailleurs. Vous pouvez même être complètement absorbé par la chose à côté, au point de ne plus avoir conscience du tout de ce qui se passe à cet instant. Et en fait, c'est ça qu'on utilise en hypnose. C'est aussi quand vous êtes en train de lire un livre, et puis qu'au bout d'un moment, vous tournez les pages, et puis vous vous rappelez plus de l'histoire que vous êtes en train de lire. Parce que dans votre tête, vous avez commencé à créer une autre histoire. Des fois même, on est un peu déçu de devoir revenir en arrière, puisque notre histoire a été quand même pas mal. Et c'est ça, en fait, le fonctionnement de l'hypnose. C'est ce moment où, consciemment, notre partie consciente va partir dans quelque chose. Et que ce soit en hypnose de spectacle ou que ce soit en thérapie, on va profiter de ce moment pour vous permettre de ressentir les choses pleinement. On travaille avec ce qu'on appelle le VACOG. Le VACOG, c'est un mot un peu savant, mais c'est le visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. C'est-à-dire tous vos sens. On va utiliser des mots pour vous permettre de ressentir des choses. Alors, souvent, il y a des personnes qui ont du mal à voir les choses. Et pourtant, en hypnose, on dit souvent que vous pouvez voir telle ou telle chose. Mais c'est juste parce que du coup, ils peuvent avoir un autre sens qui sera un peu plus développé. Ça peut être d'entendre ou de toucher. Le kinesthésique est quelque chose d'assez fort en fait. Et si vous voulez, si vous regardez dans le spectacle ou dans la thérapie, on va tout le temps travailler sur différents canaux pour vous permettre de vous emmener plus facilement. Et donc je vous disais, il y a une différence de position entre le spectacle et l'accompagnement. Dans l'hypnose de spectacle, on utilise ce qu'on appelle une position haute en fait. C'est-à-dire que l'hypnotiseur va vous emmener dans son monde à lui. Et il va essayer d'embarquer le plus de monde possible. En utilisant les sens, chaque sens, il va essayer de vous emmener. Et l'hypnose de spectacle, c'est ce qui fait que ça ne marche pas avec tout le monde. Parce que chaque être humain est différent. Il y a des choses qui fonctionnent sur quelqu'un et qui ne fonctionnera pas sur quelqu'un d'autre. En thérapie, c'est différent. En thérapie, déjà, on a un nombre plus restreint de personnes. Les gens qui viennent sont là pour vivre, du coup, une expérience. Sont là pour un but, en fait. Ils ont un phénomène, un objectif à atteindre. Et du coup, c'est là où se fait la différence entre la thérapie et le spectacle. C'est que nous, en thérapie, on va utiliser ce qu'on appelle la position basse. C'est que nous, on ne sait rien, en fait. Nous, on va calibrer. On va tout le temps regarder où en est la personne avec qui on est. Pour pouvoir se coller au plus simple, au plus précis de son état à l'instant T. Et on va utiliser toutes les choses. Si la personne elle bouge, on va utiliser le fait qu'elle bouge. Si on voit qu'il y a quelque chose, en fonction de ses mots, en fonction des paroles qu'elle utilise, souvent il y a des personnes, quand on va leur dire, par exemple, si vous imaginez telle ou telle chose, comment vous pouvez le décrire? Il y a des personnes qui vont dire, moi je vois une montagne,
Je vois une montagne et puis je vois un ciel bleu et un soleil. Et je vois aussi des fleurs. Là, on sait que la personne va être visuelle. Parce que parmi toutes les choses qu'elle décrit, c'est beaucoup des choses visuelles. Il y a des personnes, par contre, qui vont peut-être ressentir l'air sur leur visage, ou la fraîcheur, et puis en même temps, elles peuvent entendre les oiseaux. Mais en même temps, elles arrivent à toucher l'herbe au sol. Là, on saura que la personne est kinesthésique. Donc du coup, on va pouvoir orienter l'accompagnement plus sur ces sens-là, pour faire en sorte que la personne puisse vivre cette expérience en ressentant réellement les choses. Et c'est ce qui fait que notre métier est plutôt amusant. Parce que du coup, on est tout le temps obligé de calibrer, de faire en sorte que la personne qu'on accompagne se sente bien, que ça lui corresponde. Et plus on arrive à emmener la personne, plus la personne, à un autre niveau, peut commencer à avoir des changements. Parce que, comme je vous disais, on dissocie le conscient et l'inconscient. Et au bout d'un moment, quand on raconte une histoire, c'est le conscient qui va la prendre. Et une fois que cette partie consciente est tranquillement en train de vivre son histoire, en même temps, il y a des phrases, il y a des mots, il y a des choses qui résonnent pour la partie inconsciente. Et c'est là que les changements vont commencer à opérer. L'hypnose fonctionne comme ça. Et c'est important de comprendre comment ça fonctionne, parce que quand on ne connaît pas, comme je vous disais tout à l'heure, on se pose plein de questions. Moi, il y a quelques années, c'était pas mon métier. Il y a des années en arrière, je connaissais pas l'hypnose. J'étais comme tout le monde, hein. D'ailleurs je suis toujours comme tout le monde, mais à l'époque, quand il s'agissait de l'hypnose, moi j'étais un gros fumeur, et lorsqu'on me disait qu'il fallait, pour arrêter de fumer, je pouvais aller voir un hypnotiseur, j'avais peur. Parce que pour moi, la première chose, en fait, je me disais, déjà d'une, je me disais, ça se trouve, ça fonctionne pas. Ça peut être des charlatans. Puis d'un autre côté, il y avait une autre partie de moi qui me disait, mais j'ai peur que la personne rentre dans ma tête. Quand on regarde un film, quand on regarde une série où on voit un hypnotiseur, généralement la personne a les yeux fermés et elle commence à raconter des choses. Elle est dans un état complètement second. Elle fait des choses et elle parle sans avoir du tout conscience de ce qui se passe. Et ça, des fois, ça fait un peu peur. Et des fois, je le vois même en séance, hein, des personnes qui arrivent en ayant un peu peur de ce qu'ils pourraient dire. Mais comme je vous disais, en fait, c'est un état naturel. C'est un état que vous vivez au quotidien. Vous ne perdez pas connaissance plusieurs fois par jour, en fait. À chaque fois qu'il y a cet état dissociatif où vous êtes en train de penser à quelque chose d'autre, en même temps, vous entendez tout ce qui se passe. Ça vous est certainement arrivé lors de ces réunions. Quand la personne est en train de vous parler, vous êtes en train de penser à autre chose, et d'un coup, il y a quelque chose d'important. Un mot ou alors on vous parle directement. Et là, en fait, d'un coup, vous revenez à ce qui se passe. Parce que il y a cette partie inconsciente qui a entendu que ça vous correspondait, que c'était pour vous. C'est comme si vous rattachiez le wagon, en fait. Et vous arrivez à reprendre l'histoire, là où vous étiez arrêté. À ce moment-là, vous n'avez pas perdu connaissance, ou comme quand vous êtes en train de conduire. Vous arrivez à destination. Mais des fois, il y a des moments où, dans cet état, vous pouvez d'un coup mettre un coup de frein parce qu'il y a quelqu'un qui traverse la route. Et là, pour votre partie inconsciente, c'est pas ok pour vous, en fait, d'écraser quelqu'un. Donc, à ce moment-là, vous pilez et vous revenez tout de suite à ce qui se passe. Comme si, à cet instant, vous n'étiez pas parti. Et à ce moment-là, non plus, vous n'avez pas perdu connaissance. Vous étiez juste en train de penser à autre chose. L'hypnose, ça fonctionne comme ça. C'est pas un état où on perd connaissance, c'est un état d'hyperconscience. On est conscient de ce qu'on est en train de vivre à l'instant, mais en même temps, on entend tout ce qui se passe autour. Et dans le spectacle, c'est ce qui se passe aussi. La personne qui est en état de transe entend tout ce qui se passe. Alors des fois, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle de l'amnésie. En thérapie, ça peut permettre d'aider l'inconscient à mettre les changements en place pour éviter que notre partie conscient vienne détricoter le travail qu'on avait attaqué. Mais en thérapie, du coup, en spectacle, l'amnésie va permettre quelque chose de plus spectaculaire.
Parce que dans les moments où l'hypnotiseur est en train d'emmener la personne dans sa transe personnelle, du coup, le fait de faire de l'amnésie, elle se rend pas compte qu'elle est en transe. Et du coup, ça peut l'amener encore un peu plus loin. Et bah, c'est toujours plus drôle pour les gens qui sont autour, c'est plus spectaculaire. Mais il faut savoir que ça fonctionne tant que la personne est en accord avec ça. Si à un moment il y a quelque chose qui sort de ses valeurs, la personne va ouvrir les yeux. Et à ce moment-là, elle dira qu'elle est plus réceptive. Parce que, à ce moment-là, ça sort de ses valeurs. Ça sort, des fois, de nos fondamentaux, de ce qu'on croit au plus profond. L'hypnose ne fonctionne que quand c'est en accord avec vous. Et c'est important de le savoir. Parce qu'on ne peut pas vous faire faire n'importe quoi. Ou alors, si on vous fait faire n'importe quoi, c'est pas de l'hypnose en fait. Hein. C'est de la manipulation mentale. C'est pas de l'hypnose. C'est autre chose. Donc, les gens qui viennent, en fait, sont d'accord avec ça. Si, on le voit très bien en spectacle. Hein. C'est pour ça que, du coup, les gens, ça fonctionne pas avec tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein, n'hésitez pas. Je vais en profiter pour répondre en même temps. Et donc, du coup, voilà comment ça fonctionne. En hypnose, on peut pas vous faire faire n'importe quoi et ça fonctionne tant que c'est en accord avec vous. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante à comprendre. Comme je vous disais, moi à l'époque, donc du coup, je devais arrêter de fumer et on parlait de ça et du coup, j'avais très peur en fait. Je me disais que du coup, ça me correspondait pas. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement terre à terre, très cartésien, je crois que ce que je vois, donc voilà. Et en fait, bah aujourd'hui, c'est mon métier. Et c'est mon métier parce que il y a énormément de logique dans ce métier. En fait, chaque être, comme je disais tout à l'heure, chaque être humain est complètement différent. On est tous des personnalités à part entière, mais nos fonctionnements internes sont plus ou moins les mêmes. On va avoir des peurs, jusqu'à des phobies. On peut avoir des troubles alimentaires. On peut avoir euh, du mal-être, du stress. Ça sera pas tout le temps les mêmes sujets, mais les fonctionnements seront les mêmes en fait, jusqu'au burn-out, où la personne va être encore plus, enfin voilà, du stress plus plus. Des fois, des personnes qui font des fibromyalgies aussi, la fibromyalgie qui, du coup, en hypnose, on peut accompagner. Alors, ça se guérit pas la fibromyalgie, enfin du moins, je crois pas qu'il y ait de traitement. Mais par contre, on peut aider dans le sens où du coup, on va amener la personne à se détendre, à relâcher. Et à partir de ce moment-là, la personne qui va se détendre, ses muscles vont se décontracter et il y aura moins de douleur. On n'est pas des médecins. On ne soigne pas. On accompagne. C'est pareil, on n'a pas de patients. Moi, j'ai des clients. Peut-être qu'il y en a qui ont des patients, hein, mais moi, j'ai des clients. Il y a vraiment un positionnement. C'est quelque chose qui est important. Mais par contre, on est là pour aider. Avec l'hypnose, on peut vraiment intervenir sur plein de choses différentes. Bonsoir Cathy. Combien de séances pour arrêter de fumer? Eh ben, ça dépend des personnes. Souvent, à la première séance déjà, souvent les gens arrêtent à la première séance. Quasiment, je peux pas vous dire de pourcentage parce que ça dépend vraiment des personnes. Mais l'arrêt du tabac est extrêmement facile du coup en hypnose. Peut-être que si je l'avais su avant, je l'aurais, je l'aurais fait plus vite. Mais oui, l'arrêt du tabac, c'est quelque chose d'extrêmement efficace parce que on va vraiment travailler, je vous disais, sur comment ça s'appelle, les comportements et sur les sensations. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Merci Natine, c'est gentil. Je sais plus où j'en étais. Oui, je parlais donc du coup oui quand j'étais plus jeune et aujourd'hui c'est mon métier. C'est mon métier parce que du coup voilà, ça permet de d'accompagner les gens justement dans leur mieux-être. Justement voilà, parler de la cigarette. Du coup, moi j'ai arrêté de fumer. Alors, je pratiquais pas encore l'hypnose. J'avais lu un livre à l'époque. Je crois que je sais plus comment il s'appelle. Pour arrêter de fumer en fait. Et ça n'avait pas fonctionné. Ça n'avait pas fonctionné, mais dedans il y avait des choses qui étaient extrêmement vraies en fait.
il y avait des petits morceaux, enfin presque tout est vrai, hein, mais on a du mal à le percevoir des fois comme quelque chose de réel. Mais il y avait des choses qui, en fait, résonnaient quand même à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça, au final, que fonctionne l'hypnose, hein. Moi, je dis souvent, on plante des graines. On commence à donner des informations, des graines qui se plantent, et quand la personne elle est prête, les graines fleurissent, et ça donne naissance à de nouvelles choses. Et à ce moment-là, du coup, en fait, donc je maîtrisais pas l'hypnose, mais par contre, je me suis reprogrammé. À ce moment-là, quand j'ai commencé à, enfin, quand j'ai arrêté de fumer, au début, en plus, j'ai même pas arrêté pour moi, j'ai arrêté de fumer pour quelqu'un. Et oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, en fait, j'ai juste regardé à l'intérieur. Je faisais des, euh, des tests à l'intérieur. Je regardais comment ça se passait à l'intérieur, et je me disais que au moment où je pourrais fumer, alors je vous disais, j'étais un gros fumeur. Je fumais un paquet et demi par jour. Donc depuis l'âge de 12 ans. Enfin, je fumais pas un paquet et demi depuis l'âge de 12 ans, mais j'ai commencé à fumer à l'âge de 12 ans, et à la fin, donc je fumais un paquet et demi. Et du coup, à ce moment-là, quand j'ai commencé à arrêter, à la différence des autres tentatives que j'avais faites, à ce moment-là, j'essayais juste de savoir dans quel état j'étais. Quand j'avais une envie de fumer, je me demandais si j'en avais réellement besoin. Et en regardant, j'ai pu commencer à percevoir que ça pouvait être différent. Et là, j'ai commencé à être fier de pouvoir arrêter. Parce que la première cigarette que j'avais pas fumée, j'étais hyper fier de moi. Ça faisait des années que je fumais et que j'arrivais pas à arrêter, et là, j'arrivais à passer une cigarette, puis deux. À la deuxième, j'étais encore plus fier du coup, puisque c'était déjà la deuxième où je fumais pas, et à chaque fois, en fait, je m'interdisais pas, je me disais, pour l'instant, comment je me sens? Si c'est ok pour moi, je peux continuer. Et si jamais ça va pas, j'irai acheter des cigarettes en fait. J'avais pas de frustration. Avant, quand j'avais essayé d'arrêter de fumer plusieurs fois, à chaque fois quand je commençais à arrêter, je me disais, bah ça y est, c'est fini, je fumerai plus. Et quelques temps après, ça a tourné dans ma tête en me disant, mais je fumerai plus jamais. Mais en fait, j'adore fumer, donc c'est compliqué. Et du coup, je commençais à avoir cette frustration qui grandissait. Aujourd'hui, quand j'accompagne les clients pour arrêter de fumer, j'utilise ces techniques que j'ai utilisées sur moi, parce que c'est vraiment la base en fait. Parce que dans les outils qu'on utilise, on va utiliser les changements de perception pour voir comment ça se passe et ce qu'on ressent à l'intérieur. Et puis recadrer, changer en fait la perception pour voir si ça peut être différent. Et donc du coup en hypnose, pendant qu'on accompagne consciemment quelqu'un, eh ben on va utiliser ces outils-là. Les changements de perception, le recadrage. On va utiliser plein de techniques de langage pour emmener la personne dans ces changements en fait, pour qu'elle puisse atteindre, on l'accompagne pour qu'elle puisse atteindre l'objectif qu'elle se fixe. Et comme je vous disais au départ, c'est son objectif à elle. C'est sa résolution, son objectif positif qu'elle veut atteindre. Et du coup, on va pouvoir l'accompagner. Si la personne n'est pas prête, si la personne ne veut pas, si elle n'a pas envie d'arrêter, elle n'arrêtera pas en fait. Par contre, comme je vous disais, c'est des graines qu'on a plantées. Donc peut-être que dans 6 mois, 1 an, quand elle sera arrivée au moment où en fait elle sera prête, où elle voudra arrêter, à ce moment-là, tout va revenir, tout va se remettre en place, et elle va pouvoir arrêter plus facilement. J'ai une cliente comme ça qui était venue pour arrêter de fumer, et donc on avait fait une séance, et puis je l'ai revue. Alors, comme je disais, ça peut être une séance, mais ça peut être deux. C'est bien de laisser, de prévoir 2, 3 séances pour ancrer, parce que même si le changement est fait tout de suite, des fois les anciens comportements reviennent un petit peu, donc c'est pas mal des fois de refaire une autre séance pour arriver à bien mettre les choses en place. Et là, cette personne, je la vois plus. Alors,
faut savoir que dans notre métier, en fait, soit la personne, bah, ça n'a pas du tout matché, que du coup elle part, ça n'a pas fonctionné, ou souvent les gens viennent pas non plus, enfin ne reviennent pas non plus parce que bah, ça a fonctionné et que du coup voilà, ils sont hyper satisfaits et hop, ils disparaissent. Donc on sait jamais trop en fait comment ça se passe. Et là cette dame du coup, j'avais pas de nouvelles. Et puis peut-être 8 mois après, un an après, elle me recontacte pour une autre problématique. Et je la revois et donc je lui demande comment ça se passe. Alors elle me dit bah en fait bah, tout de suite ça a pas fonctionné. Et puis au bout de 6 mois, un matin je me suis relevé et là j'ai toute la séance qui est revenue. Et elle me dit là ça fait du coup 6 mois que j'ai arrêté de fumer. Donc vous voyez quand je disais on plante des graines et quand on est prêt, ça se met en place. L'hypnose fonctionne comme ça. Elle n'est pas repartie en faisant la poule ou c'est juste les choses qui sont ok pour elle. Et du coup, quand ça s'aligne, et ben hop, ça se déroule et ça fonctionne. Et du coup, bah il y a beaucoup de personnes qui viennent pour arrêter de fumer et à la première séance, comme ils sont pas forcément motivés, parce que c'est souvent ce qu'on dit, hein, on manque de motivation. Donc nous en hypnose, on va vous aider à mobiliser cette motivation. Mais si on a envie de fumer, si on a envie d'arrêter de fumer, si on souhaite arrêter, et bah du coup on va mettre les choses en place pour que ça puisse se faire en fait. Et il faut savoir que on a différents niveaux de transe en hypnose et l'arrêt du tabac en fait c'est le tout premier niveau. C'est le niveau le plus léger. Sur le, on a alors il y a différentes échelles hein, pour savoir les niveaux de transe, mais le premier niveau c'est ce qu'on appelle la catalepsie des yeux. Donc c'est quand vous avez les yeux fermés pendant la séance ou pendant le spectacle, pendant que vous gardez les yeux fermés en fait, à chaque instant vous savez que vous pouvez ouvrir les yeux. Vous restez maître de, ou maîtresse de votre corps, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais là, à l'instant T, en fait, c'est ok pour vous. Et donc du coup, vous vous laissez porter, les yeux fermés. Vous écoutez l'histoire, vous visualisez, vous ressentez, et ça se déroule. Et ben c'est ce niveau-là. Il n'y a pas besoin d'aller dans un coma profond, ou c'est vraiment juste ce niveau-là. À partir du moment où vous vous laissez porter, et que vous pouvez imaginer certaines choses, et ben du coup, vous pouvez arrêter de fumer très facilement. Donc Cathy, j'espère que ça a répondu à ta question. Après, des fois, comme je te dis, des fois il y a des personnes qui peuvent avoir un objectif secondaire ou qui peuvent. Une fois, ça m'est arrivé avec une personne qui fumait depuis très longtemps et elle s'était arrêtée à la première séance. Ça s'était super bien passé. Elle était déjà surprise parce que du coup, depuis le temps, puis c'est toujours pareil en fait quand on arrête de fumer ou quand on n'importe quel changement, hein, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de un mieux-être, de la légèreté, de la prise de hauteur, de distance ou des choses comme ça. En fait, c'est dingue de voir à quel point c'est facile. C'est les gens répondent souvent que du coup, en fait, c'est bizarre parce que bah y a rien à faire. C'est les fonctionnements, ils se mettent en place tout seuls. C'est notre partie inconsciente qui vient mettre les choses en place et du coup, ça se déroule simplement et ça devient plus facile. Et du coup, c'est ce qui ressort souvent. Et là, donc c'est ce qu'elle me disait. Mais peu de temps après, elle a vécu un moment un peu compliqué. Et ce moment compliqué a fait qu'elle a refumé une cigarette. Et là, elle me rappelle en me disant, je crois que j'ai fait une connerie, j'ai refumé, j'ai fait n'importe quoi. Alors je lui explique que du coup, bah voilà, c'est une cigarette, c'est pas grave. C'est comme si c'est juste elle a fait un pas de côté en fait sur son chemin pour arrêter de fumer. Et que du coup, après, elle peut choisir. Soit elle reprend le chemin pour continuer d'arrêter, ou elle fait demi-tour et elle retourne à la vie qu'elle avait avant. En fait, elle a le choix, hein, c'est pas une obligation, c'est à elle de décider. Mais je dis aussi que ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi cette cigarette elle est revenue. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que cette cigarette, elle a été fumée. Et à ce moment-là, en fait, elle a, ça l'a ramené dans quelque chose qu'elle avait vécu auparavant, un souvenir. Et du coup, c'est à ce moment du souvenir, en fait, la seule chose qu'elle avait à faire, elle fumait. Et du coup, ce souvenir a fait que, hop, ça s'est recollé.
On appelle ça un pont émotionnel en fait dans notre travail. C'est-à-dire que ça l'a ramené à un autre moment où du coup elle avait vécu quelque chose un peu traumatisant. Alors c'est toujours à prendre, enfin il y a des mesures en fait, hein. Quelque chose de traumatisant pour quelqu'un ne le sera pas pour quelqu'un d'autre et puis vice versa. Et du coup en fait elle ça l'avait ramené à ça. Donc du coup la fois d'après on a travaillé sur ça. C'est euh, c'est juste de l'information en fait. On dit il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec en fait. C'est qu'une prise d'information pour faire différemment. Et il n'y a pas de. Du coup, c'est pour ça, ça se déroule en fait. C'est, il y a même des fois, sur certaines problématiques beaucoup plus lourdes, euh, on le dit, l'échec, parce que les gens disent que c'est un échec, bah, des fois on dit ça fait partie de la thérapie aussi. Parce que le fait des fois de recommencer, ça nous permet de voir différemment en fait la chose. Moi je dis souvent la cigarette c'est un peu comme le pervers narcissique. Quand on a arrêté de fumer, quand elle revient, on voit que le beau côté en fait. Cette partie où du coup on a envie de fumer, c'était bien, c'était des bons moments, mais on se rappelle pas à ce moment-là précis, on se rappelle pas du fait que on est en stress quand on en a plus, qu'on se retrouve à fumer quand il pleut, que ça coûte un bras, que ça pourrit la santé. Ça on le voit pas ça. On voit que l'autre partie. Et du coup, nous en hypnose, on va venir justement pour vous permettre de prendre le temps en fait, au moment où ça peut revenir, de prendre le temps d'essayer d'analyser. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est vraiment quelque chose où on peut pas se passer? Ou est-ce que là, on prend les choses dans sa globalité et on étudie en fait, on regarde si on le veut vraiment. Et souvent, quand on prend le temps, on s'en rend compte en fait. Moi, peut-être des années après, il y a une situation qui m'a ramené dans le fait de la première pensée que j'ai eue, c'est il faut que je trouve un tabac. Et bonsoir Anthony. Il faut que je trouve un tabac et en fait, la première pensée que j'avais, c'était faut que je fume en fait. Et là, j'ai pris le temps de me dire mais est-ce que je le veux vraiment en fait? Est-ce que c'est vraiment la solution? Et à ce moment-là, juste en prenant quelques secondes, je me suis dit qu'en fait, bah, c'était complètement con. Parce que du coup, j'allais à nouveau reperdre de l'argent, j'allais à nouveau devenir dépendant. Et qu'en fait, je voulais plus de ça. Parce que j'étais tellement fier d'avoir avancé qu'au final, je voulais pas revenir à ça. En hypnose, on fonctionne comme ça. Et du coup, ça fonctionne avec. Donc, comme je disais, sur l'hypnose de spectacle, ça fonctionne avec une partie de la population, pas tout le monde. En thérapie, c'est pareil. Des fois, le praticien ne correspond pas. Ça peut arriver. C'est pas que la pratique ne fonctionne pas. C'est des fois juste l'accompagnement qui colle pas. Parce que on peut être. Euh, avoir. Alors, c'est pas trop notre rôle. Nous, on est censé vraiment se caler sur la personne, mais des fois, bah, ça matche pas en fait, quoi, hein. Donc ça peut arriver, hein. Et du coup, voilà, on peut choisir son médecin, on peut très bien choisir son hypno, son kiné. Enfin, c'est voilà, à vous de voir, hein. Et des fois, il y a aussi le fait qu'on peut ne pas être prêt. Des fois, ça arrive aussi. Des fois, on, comme on sait qu'il y a des résultats, ou des fois, on connaît des gens qui sont passés par là. Alors du coup, bah, on se dit, bah moi aussi. Mais des fois, c'est à l'intérieur, il y a encore des freins. Il y a encore des choses et on n'est pas encore prêt. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est toujours des graines qu'on plante. Donc du coup, quand la personne est prête, même si la séance elle s'est déroulée, quand la personne est prête, ça peut se mettre en place. Ou des fois, quand la personne se sent prête, elle peut revenir. Comme ça, on fait une mise à jour. On reprend pour remettre les choses et rafraîchir en fait, quoi. Mais voilà. Et du coup, les domaines d'application sont hyper larges. On peut travailler sur plein de choses en fait. Déjà, on va travailler sur de la détente. Parce que c'est la première chose en fait. On dit que l'inconscient est un réservoir de ressources. On dit que toutes les informations sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, on va utiliser ça pour aller rechercher les informations en fait. Pendant
on se détend, bah, notre inconscient va pouvoir aller chercher les choses qu'il nous faut pour pouvoir les mettre en place. Donc du coup, on va travailler sur la détente et puis on va, bah, comme je disais tout à l'heure, on va travailler avec les différents outils. On travaille beaucoup avec des métaphores parce que bah, tout ce qui est visuel, en fait, tout ce qui est euh, facilement imaginable, bah, ça va parler à notre partie inconsciente. Et du coup, c'est amusant de pouvoir en même temps ressentir des sensations. C'est-à-dire, vous pouvez vous amuser, même chez vous, à imaginer, par exemple, tenir une pomme dans votre main. Amusez-vous à essayer de faire comme si vous aviez une pomme dans la main. Et c'est pas de faire comme si et de dire bah non, ça fonctionne pas sans essayer. C'est parce qu'on sait qu'il n'y a pas de pomme dans la main. Mais justement, amusez-vous à essayer de la ressentir. Amusez-vous à essayer de ressentir la texture de la pomme dans vos doigts, sur votre pomme, la pomme de la main. Essayez de ressentir son poids. Essayez d'imaginer la couleur. Et puis, vous pouvez même imaginer que vous croquez dedans. Pour écouter le bruit. Est-ce qu'elle est craquante? Est-ce qu'elle est molle? Et puis vous pouvez même vous amuser à essayer de ressentir le goût dans votre bouche en fait. Est-ce qu'elle est juteuse? Est-ce que ou pas? Est-ce qu'elle est sèche, farineuse? Vous voyez, c'est ça, vous pouvez vous amuser. Et c'est en fait, c'est juste qu'on peut, sans le vivre, reproduire sans l'avoir dans la main une sensation. Et ça, c'est la base de l'hypnose en fait. On peut s'amuser à imaginer qu'on marche dans du sable et ressentir la texture du sable sous nos pieds. C'est, en fait l'hypnose, c'est faire comme si. Et du coup, quand on s'autorise à vivre ça comme ça permet de démarrer quelque chose. Ça permet déjà d'une de voir que bah, c'est possible et que c'est amusant. Et en fait après, bah, on peut continuer d'avancer. Si vous marchez dans du sable, bah peut-être que vous pourriez être sur le bord de la mer et puis entendre le son des vagues. Peut-être que c'est un endroit que vous connaissez ou peut-être pas. En fait, on fait travailler l'imaginaire. Et à partir de ce moment-là, on peut ressentir des choses, que ce soit des, bah, par exemple sur le bord de la mer, c'est quelque chose, si c'est quelque chose, un endroit qui vous touche, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, à ce moment-là, vous pouvez profiter de ce moment pour vous détendre et apprécier l'endroit où vous êtes. En même temps, ça peut faire remonter des souvenirs, des choses que vous avez vécues auparavant, des choses qui pouvaient être agréables. Et du coup, ça vous reconnecte à ça. Vous allez retrouver des sensations que vous aviez perdues depuis un moment. Et puis, bah, du coup, comme c'est plus frais, bah, vous allez pouvoir les ressentir plus facilement. C'est un peu comme si vous aviez enlevé les feuilles qui cachaient quelque chose que vous aviez perdu. C'est l'hypnose, on fonctionne comme ça en fait. On va aller travailler avec l'imaginaire sur des choses assez précises. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a énormément de logique en fait. Lorsqu'on est coincé sur une problématique, quand on a du mal à aller de l'avant parce qu'on est bloqué sur quelque chose, eh ben on peut prendre de la hauteur. C'est quand on prend de la hauteur, en fait, on peut voir les choses avec un angle plus large. Et même si là, on n'a pas tout de suite la solution, parce qu'on prend de la hauteur comme ça, déjà d'une, on va se retrouver à ressentir la chose différemment, parce que ce qui est resté en bas, bah, comme nous on a pris de la distance, du coup, ça va être moins fort. Mais après, au-delà de ça, peut-être quelques jours après, même si vous, consciemment, vous y pensez plus, votre inconscient, lui, il continue en fait de travailler en arrière-plan. Et lui, à un moment, peut peut-être trouver une solution. Une solution, justement, pour faire en sorte que bah, vous puissiez être en accord avec vous, en fait. Et donc que cette chose qui était compliquée bah, devienne différente. Et ça fonctionne comme ça. Et l'imaginaire, c'est quelque chose, en tant qu'adulte, qu'on a un peu mis de côté.
Parce que on nous a appris pendant des années que bah voilà, il fallait vivre les choses, qu'il fallait être cartésien, et en fait on a mis ça de côté. Et du coup c'est plus difficile pour nous en tant qu'adultes des fois d'y retourner. Alors il y a des personnes, je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont très imaginatives, donc du coup peuvent y aller très facilement, et puis il y a d'autres personnes, bah, le conscient est très présent, donc ben il faut emmener le conscient, et des fois c'est un peu plus compliqué. Des fois il y a des personnes qui sont persuadées que du coup elles partiront pas en transe, et puis au final, 3 minutes après, elles sont en hypnose assez profonde, quoi, parce que du coup, bah ça les a pas gênées, donc elles sont parties. Et voilà, on va utiliser des outils, hein, puisque si le conscient est présent, bah, du coup on peut, je vous disais tout à l'heure, on va utiliser tout ce qu'on peut avoir. Donc la personne qui dit que son conscient est très présent, bah, on va dire que plus le conscient est présent, plus elle peut partir facilement, puisque son conscient peut surveiller du coup comment ça se passe. Et du coup, bah voilà, c'est un boulevard en fait. La personne part beaucoup plus facilement. Parce que bah là, elle est ok, elle est confiante. Son conscient va surveiller, donc du coup, elle peut se laisser porter. Et voilà, c'est des choses comme ça. Mais c'est l'imaginaire, c'est toujours un peu la chose difficile. C'est oui, Cathy, l'hypnose, c'est pas, c'est assez mal connu en fait. C'est moi, j'accompagne beaucoup de jeunes en fait. J'accompagne beaucoup d'enfants à partir de à partir de 6 ans. Ça m'est arrivé en dessous, mais c'est c'est bien que la conscience soit là en fait. Parce que si on travaille trop tôt, l'enfant va pas enregistrer dans le temps en fait. Ça va s'effacer rapidement. Mais du coup, les enfants quand ils sont jeunes, l'imaginaire il est là en fait. Dans leur histoire de vie, ils ont que l'imaginaire parce que leur conscient il n'a pas vécu trop de choses. Donc notre partie consciente, c'est un peu cette partie qui enregistre tous les moments compliqués et difficiles. Et vous savez, à chaque fois quand on a un projet ou quelque chose comme ça, c'est cette partie qui vient freiner. Parce que du coup, on ne sait pas trop, ça peut ne pas fonctionner comme on veut. Ça peut, voilà, on peut avoir des problèmes. C'est le conscient qui va amener ça. Mais quand les enfants sont jeunes, du coup, ça, ils n'ont pas d'expérience, donc c'est très facile. Pour eux, si on leur demande d'imaginer un bateau pirate, ils voient le bateau, le pirate, le perroquet, la jambe de bois, enfin, ils voient tout en fait, quoi. Donc les enfants, on n'est même pas obligé de les mettre, de leur faire fermer les yeux. Juste en leur parlant, on peut arriver toujours en leur faisant imaginer des choses, on peut arriver à leur faire, à pratiquer des changements, mais surtout la compréhension des émotions. C'est ça qui est hyper important. Parce que notre conscient a tendance à essayer de gérer les émotions. Et les émotions, en fait, sont pas pour lui. Les émotions sont plus pour notre partie inconsciente. C'est c'est elle c'est l'inconscient qui va vraiment décrypter, en fait. Et du coup, c'est important que, bah, du plus jeune que ce soit, on puisse prendre en compte que les émotions sont hyper importantes. Que si quelqu'un a envie de pleurer, bah, il puisse pleurer. Parce que nous, on nous a appris en disant il faut pas, c'est de la faiblesse ou des choses comme ça. Mais non, en fait, il y a tellement de personnes qui ont vécu des choses et qui ont tout enfoui à l'intérieur, tout gardé à l'intérieur d'eux-mêmes, sans, sans l'évacuer. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, avec tout le poids qu'ils ont à l'intérieur, et bah du coup, ils en rajoutent encore. Et puis au bout d'un moment, bah, ils tombent. Parce qu'il y a tellement de poids. Et souvent, les gens qui viennent, c'est ça. Les gens viennent avec un sac à dos d'histoires qui transportent. Des fois, il y a même des choses qui sont pas à eux. Des choses qu'ils ont pris parce que du coup, ils ont vécu une scène où quelqu'un leur a dit quelque chose et ils sont tristes. Alors du coup, hop, ils le prennent avec eux. Et c'est là où c'est compliqué parce que du coup, on a tendance à trimballer des choses qu'on a ancrées à l'intérieur en se disant que c'est la solution. Alors qu'en fait, si on pose le sac, si on pose le poids de tout ce qu'on transporte depuis si longtemps, bah d'un coup on est vachement plus léger et la vie peut être complètement différente.
Parce que tout ce qu'on transporte, les choses qui sont belles, tous les beaux souvenirs, tous les beaux moments qu'on vit, on le dit, c'est léger, c'est agréable. Donc ça pèse pas de poids en fait. Le poids, c'est tout ce qui est lourd, ce qui est lourd de sens, tous les mauvais souvenirs, le poids des mauvaises émotions. C'est ça qui va freiner, qui va faire que les gens vont commencer à avoir des problématiques. Et c'est important de pouvoir libérer tout ça. Donc en hypnose, en fait, on va faire ça, et même dans l'hypnose de spectacle, si vous regardez à la fin, quand la personne repart, l'hypnotiseur, juste avant, il va rajouter de la légèreté. Il va faire en sorte que la personne, elle se sente bien. Alors, c'est pas de la thérapie, donc du coup, ça va pas durer dans le temps, mais à l'instant, quand elle revient, elle est bien, apaisée, tranquille. Mais parce que du coup, elle s'est autorisée à lâcher une partie. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire. Et que l'hypnose va vraiment permettre de travailler. Alors des fois, il y a des personnes qui ont un peu peur, en fait, de laisser le sac à dos quelque part. Mais du coup, comme ils le voient, comme ils le posent, à un endroit, ils peuvent retourner le récupérer. Ça les rassure. Et du coup, ils peuvent avancer. Mais voilà comment fonctionne l'hypnose. Ce sont des outils de langage, des outils de communication. Il y a, dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'histoire de l'hypnose, il y a Milton Erickson, du coup, qui est quelqu'un qui a amené l'hypnose là où elle est aujourd'hui, dans l'hypnose thérapeutique, l'hypnose ericksonienne. Et, euh, et du coup, après, il a travaillé avec d'autres personnes. Enfin, ils ont modélisé déjà Milton Erickson, enfin, le travail qu'il faisait, et ça a donné d'autres courants. Comme je disais tout à l'heure, Charcot qui travaillait sur l'hypnose, et après Freud qui a fait la psychanalyse, en utilisant, enfin, en partant de la base de l'hypnose, il a travaillé la psychanalyse. Et ben là, en fait, ils ont fait ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Donc du coup, maintenant, il y a, alors c'est pas très connu, mais ça se développe aussi. C'est ce qu'on appelle des PNListes. Donc la PNL, la programmation neurolinguistique. Et en fait, c'est des outils de communication aussi qui sont très en lien avec l'hypnose. On n'est pas obligé de fermer les yeux, mais on va utiliser quand même des outils qu'on utilise en hypnose, et du coup, on va permettre de travailler aussi sur tout ce qui est phobie, recadrage, changement de perception. C'est des outils qui sont interconnectés en fait. Et ça a donné après d'autres accompagnements différents encore, hein. Mais c'est l'avantage avec tous ces accompagnements, c'est que rien n'est gravé en fait. À chaque fois, tout le monde vient y mettre un peu sa touche, et du coup, chaque accompagnement est vraiment personnel et différent. Mais du coup, ça fait partie des outils qui sont hyper importants pour accompagner. Et ça permet justement de faire en sorte que les changements soient beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides. Il faut savoir que en hypnose, en quelques séances, euh, les problématiques peuvent être résolues. Alors, c'est de la thérapie brève, donc c'est quelques séances, c'est pas une séance, c'est quand même assez rare, hein. Si, il faut voir si sous 5 séances, il n'y a pas eu de changement, c'est que le thérapeute ou la méthode vous convient pas. Mais au-delà de 11 ou 12 séances, c'est pas normal. C'est que du coup, vous êtes plus obligé d'y aller. Ou alors c'est que vous avez commencé à travailler sur d'autres choses aussi. Mais voilà, c'est généralement entre 5 et 10 séances, vous arrivez à vraiment un changement efficace, quoi. Donc c'est ça la thérapie brève. C'est que du coup, il faut pas beaucoup de séances pour pouvoir arriver à un but. Avec la PNL, c'est un peu plus rapide même. Ça accélère les changements. Et du coup, avec tout ça, comme je vous disais tout à l'heure, on travaille dans tous les domaines en fait. Déjà, tout ce qui est lié à l'émotion, tout ce qui est lié à l'émotionnel, c'est puisque on vit notre vie avec nos émotions, hein, que ce soit positif ou négatif, systématiquement, il y a des émotions qui sont liées à, à ce qu'on ressent et à ce qu'on vit. Si vous vivez
quelque chose d'agréable, un moment agréable, vous allez avoir des images peut-être, ou des ressentis, ou des odeurs. Il y a beaucoup de personnes, des fois, quand ils se rappellent de leur jeunesse, dans la cuisine de la grand-mère ou un truc comme ça, ils vont se rappeler de l'odeur de la cuisine. C'est, ou alors de l'image de la cuisine. Ou alors ça peut être le, je sais pas, la table ou n'importe quoi. On ressent, on enregistre avec nos émotions et nos sensations. Et du coup, bah, ça va être des choses positives. Donc dès qu'il va y avoir cette odeur, et ben si c'est quelque chose d'agréable, hop, ça va nous mettre dans une sensation de bien-être en fait. À l'inverse, si vous vivez quelque chose de négatif, et par exemple il y a une musique qui passe à ce moment-là, et ben cette musique va être enregistrée, alors que peu importe ce que vous avez vécu avant, cette musique était neutre avant, il n'y avait pas de souci, peut-être même vous l'aimez bien, et puis vous avez vécu un drame, quelque chose de difficile, au moment où cette musique passait, et après, plus tard, à chaque fois que vous allez entendre cette musique, ça va vous ramener à ce moment négatif. Parce que vous avez enregistré cette musique avec cette émotion. Et du coup, cette émotion avec ce qui s'est passé à ce moment-là. Le pont émotionnel que je vous parlais tout à l'heure. Et on vit notre vie comme ça. Donc du coup, en hypnose, on va justement reprogrammer, faire des mises à jour, un peu comme sur l'informatique, hein, une mise à jour de logiciel en fait. On va reprogrammer nos comportements pour que, bah, quand il y a un pont émotionnel négatif, bah, on puisse le reprogrammer sur quelque chose d'autre. Si là il était programmé, l'histoire de la musique, si ce morceau de musique est lié à un moment négatif de votre vie, eh ben on va pouvoir reprogrammer, déjà changer la perception de ce moment, puisque aujourd'hui vous avez avancé en fait avec cette problématique que vous avez vécue. Aujourd'hui, le point de vue que vous avez sur ça est différent du moment où vous l'avez vécu. Mais quand vous l'avez enregistré avec ce moment à l'instant T en fait. Et des fois, il y a un décalage entre qui on est aujourd'hui et ce qu'on a vécu auparavant. Un jour, quelqu'un était venu me voir en me disant que du coup, quand elle était plus jeune, en fait, il y avait une scène de sa vie qui s'était déroulée et sa mère lui avait dit quelque chose d'assez négatif et elle s'était sentie coupable. Elle avait senti de la culpabilité, alors qu'en plus elle y était pour rien dans l'histoire qu'elle avait vécue. Elle était vraiment victime, hein, mais là elle sentait de la culpabilité. Et aujourd'hui, elle avait, même si aujourd'hui 40 ans étaient passés, même si aujourd'hui elle avait un point de vue différent de la situation, quand elle repensait à cette situation, elle avait systématiquement la culpabilité qui remontait. Alors, on est reparti au moment où ça s'est passé, un peu un voyage dans le temps en fait, et là, on a changé la perception. Avec toutes ses connaissances aujourd'hui, elle a pu aller réconforter cette version d'elle-même qui a mal vécu cette scène à ce moment-là. Lui montrer que ça peut être différent. Et qu'aujourd'hui, tout peut être différent. Et donc du coup, on utilise cet outil pour aller et venir sur différents moments de notre vie pour travailler sur l'émotionnel. Et donc l'émotionnel découle de beaucoup de choses en fait. Souvent, la nourriture est liée à l'émotion. Beaucoup de personnes, parce qu'on leur a dit que bah, du coup, manger, combler un vide, et bah du coup, ils ont un vide affectif, ils vont manger. Pareil pour la cigarette. Les gens qui arrêtent de fumer, souvent vont vous dire, s'ils arrêtent de fumer tout seuls, ils vont vous dire que du coup, ah bah non, mais j'ai pris 10 kilos. Ah bah oui, mais j'ai comblé le manque par la nourriture. Et vous entendez ça, vous dites, ah bah oui, c'est vrai. Il a pris 10 kilos et du coup, il a arrêté de fumer. Et du coup, bah en fait, vous vous programmez à l'intérieur que si vous arrêtez de fumer, vous allez prendre du poids. Alors nous, on va reprogrammer ça. Quand les gens viennent pour arrêter de fumer, comme on fait en sorte que ce soit positif, que peu importe ce qui se met en place, il faut que ce soit positif, en accord avec les valeurs de la personne, que ça reste, que ce soit bénéfique pour elle et pour son entourage. Et bah du coup, aller manger, c'est pas quelque chose de bénéfique en fait. Donc la personne qui va arrêter de fumer ne jettera pas sur la nourriture. Parce que
c'est pas en accord avec elle. On reprogramme. Et en fait, il faut savoir que tout au long de notre vie, on fait un peu d'auto-hypnose avec soi-même, hein. On se persuade de différentes choses qu'on écoute. On ne le fait pas exprès. On écoute ça inconsciemment et ça s'enregistre. Un jour, une personne me dit qu'elle voulait arrêter de fumer, mais pas comme sa collègue, parce que bah, sa collègue, elle est allée voir un hypno et elle avait arrêté de fumer à la première séance, mais l'hypno lui avait dit que bah, si elle revenait pas dans les 6 mois, elle prendrait du poids. Et puis bah, elle avait arrêté de fumer, voilà, c'était comme ça. Elle était contente, elle était fière, elle n'avait pas besoin de retourner voir l'hypno, et puis au bout de 6 mois, bah, elle a commencé à reprendre du poids. Et elle a commencé à se dire, bah oui, mais il m'avait dit que je prendrais du poids. Alors en fait, c'était peut-être un truc complètement indépendant, hein. Mais à ce moment-là, ça s'était ancré. Et du coup, pour elle, bah, c'est une vérité vraie en fait. Donc du coup, c'était normal qu'elle prenne du poids, on lui avait dit. Donc ça se mettait en place. Et c'est comme ça que les comportements, des comportements qui sont pas ok pour nous en fait, hein, qui sont pas bénéfiques pour nous, bah, s'enregistrent et se mettent en place tout seuls. Parce qu'ils se sont ancrés quelque part à l'intérieur et ils se mettent en place. Et donc nous, bah, en fait, on est là pour les changer. Pour faire en sorte que bah, ce comportement qui n'était pas en accord avec elle ou avec lui s'efface et un autre vienne se mettre à la place. Quelque chose, cette fois, qui est ok pour elle. C'est, et ça peut être tout et n'importe quoi. Que ce soit euh, de sortir pour aller faire du sport, que ce soit d'aller rencontrer des gens, que ce soit juste d'aller respirer à l'extérieur. C'est des choses qui sont extrêmement simples en fait, hein. Et ça se met en place tout seul. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que c'est facile. On n'a pas besoin de choses compliquées, les choses se mettent en place toutes seules. Et du coup, c'est simple. Mais c'est pour ça que c'est bien de faire plusieurs séances, parce que c'est tellement simple que des fois, on se dit, bah non, c'est trop simple, c'est pas possible. Là, il y a notre conscient qui revient, qui reprend un peu le dessus en disant, bah non, avant, on faisait pas comme ça, c'est pas possible, c'est peut-être un mensonge. Et là, du coup, le conscient commence à détricoter ce qui avait commencé à se mettre en place. C'est ce qui fait que des fois, même dans votre vie, hein, il y a un moment où du coup vous avez un peu peur et puis vous dépassez cette peur, vous commencez à avancer, vous êtes fier, et puis d'un coup, hop, il y a un retour en arrière. Bah parce que en fait le conscient est revenu un peu en disant bah non, c'est pas normal. Et du coup, on recule. Et ça c'est nos fonctionnements en fait, hein. Peu importe la personne qui est là, c'est le fonctionnement humain en fait qui est comme ça. C'est ça la logique. C'est que on fonctionne avec des ressentis différents, mais les cheminements sont un peu les mêmes. Alors, on peut justement reprogrammer ces cheminements pour que les fonctionnements soient différents. Et vous pouvez voir quelqu'un qui allait voir un hypno, la plupart sont satisfaits. Parce que du coup, ça a amené une autre vision du monde. Et j'ai une de mes clientes qui a, alors je ne sais pas si elle est là ce soir, mais elle se reconnaîtra du coup si elle est là, qui disait après une première séance où du coup elle n'avait pas fermé les yeux, euh, elle me disait que elle était un peu dubitative savoir si on avait vraiment travaillé ou si on avait juste discuté pendant 1 heure. Et 15 jours après, elle m'appelle en me disant j'ai fait du parapente, est-ce que c'est du lâcher prise? Elle dit en plus là je me suis pas posé de questions. Parce que du coup, les choses se mettent en place en fait. Des choses qui auraient pu faire en sorte qu'on n'y aille pas parce qu'on avait peur, bah d'un coup, hop, se déroulent toutes seules en fait. Et là, on est hyper fiers parce que bah, les freins qui étaient là et qui nous empêchaient d'avancer disparaissent. Mais après, des fois, comme je disais, on n'est pas encore prêt. Des fois, il y a des personnes, on va commencer à avancer et puis tout de suite, ils vont les remettre. Parce qu'ils sont pas rassurés. Ils ont trop peur en fait. Ils s'autorisent pas à vivre de se dire que ça peut être possible. Ils reviennent un petit peu en arrière en se disant bah non non, c'est pas normal.
Et du coup, c'est euh, c'est juste que bah, ils sont pas encore prêts et que dans quelques temps, ça va d'un coup se débloquer. Et puis, bah, ce qu'ils avaient commencé à mettre en place, mais qu'ils avaient arrêté parce qu'ils ont peur, ils ont eu peur, bah, va revenir. Et puis, bah, comme ça s'était bien passé, ils vont hop, aller plus loin. Et en fait, c'est souvent ça. Moi, je dis que l'hypnose, c'est un chemin. Et c'est notre vie, en fait, qui est un chemin. On a des chemins de vie. Des fois, on avance et puis ça se déroule tout seul. Puis il y a des fois, on a un petit peu peur. Donc, du coup, bah, soit on fait un pas de côté, soit on recule un petit peu. Et puis, quand on est d'un coup rassuré, hop, on peut avancer et on avance plus loin encore. Et c'est nos chemins de vie, en fait. Et je disais, chaque être humain est différent. On a tous nos vérités. Nos vérités qui sont différentes les uns des autres. C'est souvent, notamment dans les problèmes de couple. Dans les problèmes de couple, euh, on va plus s'entendre. Mais en fait, on va plus s'entendre parce que du coup, on communique pas. Et comme on communique pas, bah du coup, les informations, enfin tous les mauvais moments, ils vont s'ancrer chez l'un ou chez l'autre. Ils vont les mettre de côté, du coup, ils vont les garder quelque part à l'intérieur. Ils vont s'accumuler. Alors des fois, bah, la personne peut en discuter avec ses amis. Et les amis vont dire ah bah ouais, c'est vrai, c'est pas normal. Mais ça s'accumule en fait. Parce que la communication, elle n'est pas là. Et c'est pas que lui ou elle a tort. Chacun en fait a ses raisons. Chacun a ses visions du monde. Mais c'est juste que les visions ne correspondent plus en fait. Parce que je vous parlais du chemin. Chaque personne a son chemin. Et deux personnes qui vivent ensemble ont les chemins qui sont côte à côte. Et puis au fur et à mesure, comme on est tous des êtres personnels, tous des êtres différents, on évolue avec des choses qui sont différentes. Nos passions, nos envies vont juste se mettre en place, mais sont différentes. Donc du coup, les chemins vont s'écarter un petit peu au fur et à mesure. Alors des fois, on arrive à hop, rapprocher les chemins pour qu'on puisse rester ensemble. Et puis des fois, les chemins sont tellement loin que bah, du coup, on se comprend plus du tout. C'est comme si on parlait plus la même langue. Mais c'est pas que l'un ou l'autre a tort en fait. C'est juste que les visions sont complètement différentes, sont devenues complètement différentes. Et à partir de ce moment-là, on perçoit les choses différemment. Les choses qui, du coup, pouvaient nous toucher directement, on se rend compte qu'en fait, en prenant du recul, en voyant les choses dans la globalité, que bah, si l'autre vit ça comme ça, bah, c'est parce que c'est dans ses pensées, dans ses croyances, dans sa façon de voir le monde. Et que du coup, bah, c'est juste que voilà, on est devenus différents. Et ben les tensions qu'il pouvait y avoir entre les deux deviennent tout de suite moins présentes. Une personne qui a... Bonsoir Lomi. Une personne qui va vivre, qui va être dans cette situation de séparation, par exemple, enfin de couple qui part, qui est en train d'éclater, il y en a une qui vit les choses difficilement, qui va tout ancrer à l'intérieur, toutes les choses négatives, tous les dossiers qu'elle va emmagasiner, alors que l'autre, généralement, bah, il se rend pas compte de ça, en fait. Des fois, il voit bien que l'autre s'énerve un petit peu, mais il y a souvent, enfin pour lui, il n'y a pas de, ou pour elle, hein, il n'y a pas de choses catastrophiques. Et puis en fait, bah, la première qui avait emmagasiné toutes les choses à l'intérieur, au bout d'un moment, elle peut plus. Et elle explose. Parce que ils n'ont pas réussi à communiquer, en fait. Ils parlent plus la même langue, ils se comprennent plus. Souvent, il y en a un qui veut pas dire quand ça va pas. Bonsoir Anne. Il y en a qui veulent pas dire que ça va pas parce qu'ils veulent pas embêter l'autre, en fait. Ils veulent pas... Bah... Ils veulent pas que ça s'engueule, en fait, quoi. Ils veulent que juste ça se calme, que ce soit calme. Et du coup, ils disent rien, donc ils prennent sur eux. Mais comme il parle pas, bah, la personne qui, elle, a emmagasiné toutes les choses, comme elle peut pas les évacuer parce qu'elle les emmagasine,
et ben il y a vraiment deux visions complètement différentes. Et c'est ce qui fait que souvent les couples, des fois, partent en éclat. La communication, c'est quelque chose d'hyper important en fait. Et des fois, il faut y aller. Des fois, faut que ça clash. Au moins, on peut dire les choses plutôt que de les emmagasiner à l'intérieur. Autant les sortir en fait. Parce que c'est là, quand on les libère, elles sont plus à l'intérieur, il y a moins de poids à l'intérieur. Et puis, on le dit, ce qui est dit, c'est dit. Quand on arrive même si on s'engueule en fait, les choses se disent. Les choses qu'il y avait à dire sortent. Et du coup, quand on arrive à prendre conscience de tout ça, qu'on arrive à même se mettre à la place de quelqu'un d'autre, que elle se met à la place de lui ou que lui se met à sa place à elle, on comprend les choses différemment. Alors pensons au fait que du coup, chaque être est différent et que chaque être a ses propres vérités, on peut comprendre qu'une situation qui était extrêmement tendue, en fait, soit juste mal qualifiée, en fait. Voire même inutile. Et du coup, dans l'accompagnement, c'est ce qu'on va emmener, on va emmener les gens à pouvoir se déplacer pour percevoir les choses différemment. Parce que tout le poids des choses négatives ne sert à rien. C'est bien plus agréable de ne garder que les choses positives, en fait. C'est un meilleur moteur de vivre avec des choses positives. De toute façon, ça donne aussi notre perception du monde. Souvent, quand on broie du noir, quand on voit que les mauvaises choses, tout est difficile, tout est lourd, tout est compliqué. Alors que quand on voit, à l'inverse, on se concentre sur les choses positives, la vie est plus simple. Alors des fois, elle n'est pas exceptionnelle, hein, mais juste plus simple, plus légère. Et nous, on amène les gens à percevoir les choses d'une façon différente. Et c'est quelque chose d'important, de pouvoir amener de la légèreté. Donc du coup, en hypnose, on peut travailler sur toutes les problématiques, mais surtout, on va travailler avec les émotions. Parce que c'est vraiment ça qui est important. De vivre avec les émotions. Et de laisser notre inconscient gérer toutes ces émotions. Parce que c'est lui qui peut les comprendre. Des fois, il y a des moments où on est hyper en colère ou hyper triste pendant un laps de temps énorme. Et on a du mal à s'autoriser. On a du mal à l'accepter parce que notre conscient est là et comme ça peut être triste, on peut être triste ou en colère, du coup il va enfouir ça, il veut pas. Lui il essaye de l'interpréter, mais je dis souvent c'est un peu comme s'il essayait notre conscient essayait de déchiffrer un message codé mais sans avoir la clé de cryptage en fait. Donc il interprète. C'est un peu le rôle de notre conscient en fait au quotidien. Il interprète. C'est pas toujours bon, voire très souvent il est à côté de la plaque. Mais du coup, on reste là avec nos émotions qui sont compliquées. Alors que quand c'est notre inconscient qui arrive à traiter l'émotion, des fois on n'a pas le message derrière. Mais le message, lui, il est toujours positif, il nous permet d'avancer. Il est là pour nous faire apprendre quelque chose. Et du coup, des fois, la tristesse, la colère disparaît. On ne sait pas trop pourquoi. Mais d'un coup, ça a disparu. Et ça, c'est quelque chose qui est assez amusant. Parce que c'est vraiment notre inconscient qui gère ça. Et notre conscient qui, lui, fait un peu n'importe quoi. C'est comme l'anxiété. L'anxiété, souvent, les gens qui viennent pour des problèmes d'anxiété, on en discute et
Et en fait, souvent, à ce moment-là, il y a quelque chose qu'on va vivre, on se pose des questions, on n'a pas les choses dans l'ensemble, il nous manque il y a des trous, en fait, on n'a pas toutes les réponses, et du coup, c'est notre conscient qui va venir boucher les trous. Mais notre conscient, il bouche les trous avec toutes les choses négatives qu'il a appris, alors du coup, les trous, ils sont bouchés un peu n'importe comment, quoi. Et c'est ce qui fait qu'on pense tout le temps que ça va mal se passer. Et c'est ce qui fait que l'anxiété apparaît. Et merci beaucoup, Anne. Je lis le message d'Anne en même temps. Euh, c'est un plaisir d'avoir pu vous aider, Anne. Et je suis très content qu'aujourd'hui, vous puissiez vivre une vie complètement différente. Mais du coup, pour en revenir à l'anxiété, c'est souvent la problématique, c'est ça, c'est que notre conscient bouche les trous avec des choses qui n'ont pas de rapport. Par exemple, vous avez à parler devant plein de personnes alors que vous n'avez pas l'habitude. Et du coup, avant, vous allez vous dire que ça va mal se passer. Et si les gens ne vous comprennent pas, et s'il n'y a personne, et si on vous siffle. Et là, pendant tout le temps avant que ça se passe, vous êtes mal en fait. Mais lorsque ça se passe, une fois que c'est passé, généralement la situation elle n'a rien à voir avec ce qu'on avait pensé auparavant. Parce que notre conscient a bouché les trous avec des choses qui sont pas logiques en fait. Et c'est comme ça qu'apparaît l'anxiété. Donc nous on va travailler pour faire en sorte que vous puissiez penser à d'autres choses, des choses positives, agréables. Vous devez parler en public et du coup on va vous amener après, une fois que ça sera passé, pour que vous puissiez ressentir à quel point c'était agréable. Et c'est ça qu'on va enregistrer. C'est ça qu'on va mettre en place. On va combler les trous avec des choses positives. Et donc, voilà comment fonctionne l'hypnose. Aujourd'hui, c'était un premier live, une première explication. Moi, le fonctionnement de l'hypnose, c'est quelque chose qui me passionne. Je travaille avec ça au quotidien et c'est quelque chose, je trouve, c'est un outil. Enfin, ça fait partie des outils, parce que du coup, l'hypnose est un outil comme la PNL, tout ça. Ça fait partie des outils qu'on devrait mettre en place plus facilement, qu'on devrait apprendre à utiliser régulièrement. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on est en réunion, par exemple, et que du coup on vit un moment compliqué, c'est cool de pouvoir se mettre dans un autre endroit, de pouvoir se laisser voyager ailleurs. Je parlais au début des phobies. Pour vous expliquer, par exemple, moi avant j'étais phobique du dentiste. Avant de pratiquer l'hypnose, le dentiste c'était très compliqué pour moi. Donc j'y allais très très rarement. J'y allais quand j'étais réellement obligé, que ça devenait très très grave. Il faut savoir que j'ai aucune sensation au niveau des dents en plus, hein, donc c'est pas très logique, mais de toute façon les phobies sont illogiques, donc c'est voilà. Mais je sais pas pourquoi, j'avais peur d'aller chez le dentiste. Et enfin, si je pense savoir pourquoi, mais bon. Et du coup, j'avais extrêmement peur à chaque fois avant d'y aller, même pendant que j'y étais. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, je le raconte à mes clients. Je ne sais pas pourquoi je vole au-dessus d'une forêt de sapins, en parapente. Alors c'est quelque chose que j'ai fait, hein, du parapente, j'en ai fait une fois et j'avais adoré. Et j'ai volé au-dessus d'une forêt de sapins. C'était un moment voilà, à l'intérieur qui était de liberté et tout ça. Et à ce moment-là, quand je suis chez le dentiste, je l'entends, hein, elle me dit ouvrez grand, machin. Mais en même temps, je suis pas là en fait. Et l'hypnose, ça, déjà, c'est un outil en fait ça permet ça. Ça permet lorsqu'on est dans un moment un peu compliqué, un peu difficile pour nous, de se projeter ailleurs et de faire en sorte que quelque chose qui pouvait être compliqué soit complètement différent. Aujourd'hui, je dois être une des rares personnes à dire que c'est amusant d'aller chez le dentiste. Et ça le fait aux personnes qui viennent travailler sur les phobies. Quelque chose qu'elles ne pouvaient pas faire avant.
d'un coup se mettent en place. Et c'est hyper amusant en fait. Au début, on s'étonne un peu, on a un peu peur, on n'est pas serein avant de commencer. Et puis hop, le nouveau fonctionnement, le nouveau comportement se met en place, et tout devient différent. Et l'expérience devient complètement différente. Tout ça, juste en imaginant quelque chose. Donc tout à l'heure, comme je vous disais, juste en imaginant la pomme que vous avez dans les mains. Ou en imaginant que vous marchez dans une forêt. Simplement en imaginant. Le pouvoir de l'imagination. Du coup, comme je disais, l'hypnose c'est quelque chose d'important pour moi. Quelque chose que j'aime transmettre, donc il y aura d'autres soirées, d'autres lives, avec peut-être des thématiques plus précises sur le fonctionnement, sur l'apprentissage. J'anime aussi des formations, des initiations à l'hypnose, des initiations à l'hypnose avec l'auto-hypnose, apprendre à faire de l'auto-hypnose soi-même, et donc avec les bases de l'hypnose. Et puis après, je forme aussi sur l'apprentissage, en fait, sur le, les différents niveaux pour devenir praticien, pour utiliser l'hypnose en thérapie, lorsqu'on veut être praticien. Mais comme je disais, l'hypnose est qu'un outil parmi tant d'autres. Mais c'est un outil qui peut être extrêmement efficace, rapide, et qui permet aux gens de vivre des sensations complètement différentes. Donc j'anime ces formations. Je reste à votre disposition si vous voulez avoir plus d'informations dessus. Et j'accompagne du coup les gens en cabinet. Je travaille sur Saint-Germain-Lembron, sur Vergonjon et sur Collonges, mais je travaille aussi en visio, parce que l'hypnose fonctionne aussi très bien en visio. Vous voyez, comme ce soir, on peut travailler directement, faire de l'hypnose, faire des séances d'hypnose. Et donc, comme je vous disais, il y aura différentes thématiques. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez travailler, n'hésitez pas à me le dire aussi. S'il y a des choses que vous voulez qu'on parle, en fait, on est là pour ça. Et puis après, bah, si vous voulez un accompagnement personnalisé, bah, voilà, je suis à votre disposition. Vous pouvez trouver les coordonnées sur le Facebook, hein, ou me joindre sur l'adresse contact@emmanuelpinte.fr ou au 06 29 42 89 64. En attendant, j'espère que la soirée vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre certaines choses, que votre regard sur l'hypnose a pu changer. J'espère que bah, voilà, vous avez pu passer un bon moment. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai même après la vidéo, hein, je répondrai avec plaisir. Parce que, bah, comme je vous disais, c'est quelque chose que j'apprécie. Et même mes clients ont l'habitude. Quand il y a des questions, en fait, moi je reste disponible pour pouvoir échanger et discuter. Bah, je suis content que ça vous ait plu, Cathy. C'est un plaisir. Et du coup, voilà, si jamais vous avez besoin, donc n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Et en tout cas, je vous remercie. Je remercie Cathy, Anne, Lomi aussi, Anthony, Nadine. Je remercie tous ceux qui sont passés ce soir, ceux qui ont commenté et ceux qui sont juste passés. Je vous remercie tous parce que bah, c'est aussi grâce à vous si on peut en discuter. Et voilà, c'est quelque chose qui est important. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous souhaite de profiter, de vous amuser. Je vous souhaite de surtout vivre les choses d'une façon positive et agréable. Et puis, si il y a des moments compliqués qui apparaissent, prenez le temps. Prenez le temps simplement de respirer et d'essayer de rechercher les choses positives que vous pourriez mettre en place à la place. En attendant, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Merci à tous. Merci à tous.